Alors, le REC, c'est un réseau éducatif concerté. Ça a été initié par le programme de réussite éducative d'Argentan en 2015-2016 avec l'aide de 5 à 6 partenaires. Donc, on a eu plusieurs temps de travail pour répondre à deux objectifs. Le premier, c'était de créer un espace d'échange entre professionnels et de prendre le temps de partager sur l'ensemble des problématiques qu'on pouvait rencontrer lors des accompagnements, que ce soit les difficultés à mobiliser les familles, le manque d'échange et de coordination parfois entre institutions, la dématérialisation, l'évolution du travail social, etc. Et puis le deuxième objectif était de développer des modalités d'action partagées à destination des publics et des professionnels, d'accentuer en fait les modalités de travail en transversalité. En 2017, on a créé un groupe de 15 professionnels pour engager une analyse de pratiques professionnelles avec 10 ateliers sur la thématique qu'est-ce que le travail social éducatif aujourd'hui et quelles sont les répercussions pour les publics et les pros. L'objectif sous-jacent aussi était de connaître les missions de chacun, de travailler sur des valeurs, des notions communes en fait. Et à l'issue de cette analyse de pratique, les participants ont souhaité structurer ce réseau à travers la rédaction d'un document cadre qui formalisait son fonctionnement et qu'on a appelé le document de référence du REC. Le portage est devenu collectif à partir de mi-2018 et en mars 2019, on a pu bénéficier d'une mobilité européenne à Lisbonne. L'objectif était de rencontrer sur une semaine complète en fait des acteurs éducatifs et sociaux du Portugal. Voilà. Aujourd'hui, le REC il est composé d'une quinzaine de professionnels regroupant plusieurs institutions et associations du territoire, donc à savoir la ville, le CCAS d'Argentan, la Maison des ados, le service éducation d'Argentan Intercom, des professionnels de l'éducation nationale premier et second degré, du conseil départemental, de la CAF, du CAMPS, de l'AEMO, de l'UDAF, de l'espace Xavier Rousseau, etc. Et là, annuellement, le fonctionnement, il se découpe de la façon suivante. Il y a 7 réunions plénières par an qui sont divisées en deux. Donc on a 4 temps sur des réunions de coordination où là on partage un peu les informations du territoire. On a la venue d'autres partenaires qui viennent présenter des dispositifs qui peuvent être ressources pour le réseau. On a des regards croisés thématiques aussi, l'objectif étant d'essayer de dégager derrière une action partenariale qui puisse répondre à des besoins qui sont repérés sur Argentan. Sur les 7 temps en plénier, on a aussi 3 temps d'analyse de pratique professionnelle, l'objectif étant de faire un petit pas de côté. Alors, au niveau de la plus-value concernant le REC, ce qui est intéressant de préciser peut-être déjà, c'est que c'est pas une commande institutionnelle, ça résulte en fait d'une volonté de plusieurs acteurs du territoire de partager, de travailler en lien, d'accentuer en fait la transversalité. Ça répond un peu à l'adage tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin pour le coup. Et chaque professionnel aussi qui participe au REC, il les ressources d'une pour le réseau, de par son champ d'intervention, sa formation, son expertise, et de deux, il les ressource également pour son institution via l'ensemble du réseau activé en fait selon les problématiques rencontrées dans leur mission principale pour le coup. Pour les professionnels, ça permet également de faciliter le travail d'accompagnement, ça permet de créer des passerelles, on a en fait une meilleure réactivité vu qu'on se connaît mieux et qu'on sait plus précisément ce que fait l'autre en fait pour le coup, donc ça c'est assez facilitant. Et puis la plus-value, c'est l'objectif aussi de départ, hein, c'est un laboratoire de projets et d'actions partagés, et là du coup je vais vous parler d'une action qui a été travaillée avec le conseil départemental, le service éducation d'Argentan Intercom, l'éducation nationale et le PRE d'Argentan, qui a résulté en fait sur plusieurs cycles de formation pour les directeurs, directrices d'établissements scolaires, enfin d'écoles en primaire pour le coup, et les agents d'Argentan Intercom qui travaillent sur les pauses méridiennes notamment. Et en fait, on a eu tout un cycle de formation sur la notion de recueil d'informations préoccupantes et de signalement. Donc ça a permis d'aborder en fait les fondamentaux de la protection de l'enfance, d'avoir des clés de lecture en fait pour la rédaction d'un RIP ou d'un signalement. Et à travers ça aussi, on a pu travailler la relation aux parents et ce qu'on veut dégager en fait du travail partenarial. Donc voilà, c'est juste un exemple d'action, mais pour le coup, nous, voilà, l'ensemble des participants du REC, on est assez convaincus que ça fait sens en fait de travailler dans cette direction-là.
Alors concernant les limites, ce qui peut être compliqué, c'est que ce réseau en fait a un fonctionnement assez hybride. Ça prend du temps de convaincre aussi de la démarche pour d'autres partenaires qui sont pas forcément présents sur le REC. En tout cas, on est vraiment sur sur une philosophie de travail, hein, pour le coup. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps à convaincre d'aller dans ce sens-là. Comme je disais tout à l'heure, le portage aussi, il est devenu, on a souhaité qu'il soit collectif à partir de 2018 et là on se rend compte aussi que c'est compliqué d'avoir un portage qui puisse tourner. L'idée c'était de tourner d'année en année, que ça soit voilà un trio qui porte sur telle année, l'année suivante c'est un autre trio qui prend en charge l'animation et le portage de ce réseau. Et c'est assez chronophage et pour le coup le temps de dispo des partenaires engagés sur ce REC en fait voilà, est assez réduit, donc on a du mal encore à vraiment faire en sorte que ça tourne vraiment. Et puis la petite précision supplémentaire aussi, enfin, voilà, avec le peu de recul qu'on a en tout cas sur le montage de ce réseau, c'est que on a pu réaliser en fait ce réseau parce on est assez convaincu que voilà, c'est dû au fait qu'on soit sur une ville à taille humaine. Voilà, Argentan c'est 14 000 habitants et on ne sait pas si sur une taille plus conséquente de ville on aurait pu travailler et arriver aux objectifs qu'on a atteints du coup actuellement en 2021. Monsieur Cellier, merci de prendre ce temps avec nous pour témoigner ce soir lors de cette conférence. Donc, Monsieur Cellier, président de la CDC des Pays de l'Aigle et du CIS des Pays de l'Aigle, nous allons revenir sur ce qu'est la Convention territoriale globale. Donc, de votre point de vue, la Convention territoriale globale des services aux familles, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous et rappelez-nous l'origine de cette convention. Écoutez, on a créé un CIAS il y a maintenant plus de 20 ans sur notre communauté de communes, tout simplement parce que on s'est très vite rendu compte que le social devait se restructurer, devait être structuré. Et on a aussi remarqué très rapidement qu'il y avait énormément d'acteurs sur le terrain. Quand on prend, là nous sommes sur la problématique scolaire, quand il y a des difficultés dans le scolaire, souvent il y a une difficulté dans la famille, il y a chômage, problèmes familiaux et autres, donc on devait traiter ça globalement. Donc, et sous l'impulsion de Madame Bastien à l'époque, directrice de la CAF, nous avons souhaité donc créer une convention territoriale globale qui permet d'associer tous les acteurs. Donc nous l'avons fait il y a 4 ans et je dois dire avoir été agréablement surpris. Il faut savoir que déjà des acteurs ne se connaissaient pas, des acteurs de l'éducation nationale, des acteurs du département, des acteurs de la CAF, de l'ARS, ne se connaissaient pas forcément, et de les mettre ensemble avec les élus, nous avons pu décliner des politiques locales. Ça me paraît important. Vous l'avez signé quand, donc du coup, M. Cellier, cette convention territoriale globale? Nous l'avons signé il y a 4 ans avec la CAF, nous allons renouveler le contrat très prochainement d'ailleurs. Comment ce projet s'est construit? Ce projet s'est construit autour des acteurs sociaux. La CAF, les collectivités et l'ensemble des acteurs qui ont une action sur le territoire. Il faut savoir qu'on s'est très vite aperçu que parfois on était finalement en redondance. Certains des acteurs faisaient parfois la même chose sans forcément se connaître. Donc l'idée aujourd'hui était de regrouper un petit peu toutes ces actions-là et de les rendre plus cohérentes. Est-ce que vous pouvez nous citer les axes prioritaires et les champs d'intervention qui ont été choisis dans le cadre de cette CTG? Petite enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits, animation de la vie sociale, logement. Je dirais c'est la globalité. Bon, chacun a sa spécificité, tout le monde n'interviendra pas dans les mêmes domaines bien évidemment, mais c'était le but de l'opération qu'au moins quand on intervient dans un domaine particulier, aujourd'hui on ait pris en compte le problème de l'éducation nationale, les problèmes du travail, du monde du travail et autres, de la formation. Alors il y a une question qui vient assez spontanément. Quelles sont les limites et plus-values de ce projet de territoire? Alors je vais vous poser 3 questions. Donc quelles sont les limites et plus-values pour les partenaires? Les limites aujourd'hui, c'est de devoir travailler en réseau, donc de prendre du temps. Il faut trouver le temps de le faire.
Je vois l'éducation nationale, quand on a fait les réunions, il faut qu'aujourd'hui on puisse dégager, les acteurs de l'éducation nationale sont très intéressés, mais encore faut-il qu'ils puissent avoir le temps, que ça se puisse s'intégrer dans leur emploi du temps, donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis l'avantage c'est de pouvoir couvrir l'ensemble des champs de l'action sociale et des services à la population, quoi. Donc là, nous venons de voir pour les partenaires, donc mieux structurer les politiques, travailler en réseau, couvrir les besoins des habitants du territoire. Pour les habitants. Mais pour les habitants, c'est tout simplement d'avoir. Il faut apporter de la lisibilité à l'action sociale globalement. La première chose, quand je suis arrivé sur le territoire, dans ma fonction de président de Comcom, j'ai été un peu perdu dans le dédale des aides, des services à la personne, des aides sociales. Et il fallait structurer, apporter de la lisibilité pour les élus, mais aussi pour les habitants. Que les gens sachent où aller, comment faire et quelles démarches faire, et que ce soit relativement simple. Et ça, c'est important. Alors, nous venons de voir effectivement pour les habitants, après pour les partenaires, et maintenant pour la collectivité. Quelles sont les plus-values et les contraintes d'une CTG finalement? Écoutez, pour nous, tout est bénéfice, quoi, parce que déjà, c'est de créer une politique globale cohérente. C'est toujours, je pense que les élus sont prêts aujourd'hui à s'investir, à y mettre aussi un petit peu d'argent, c'est quand même important de le dire. Mais quand c'est fait de manière cohérente, qu'on n'ait pas de redondance entre les services, entre les apportés, entre les associations, je pense que c'est important. Avoir une lisibilité, clarifier les actions, mais surtout que l'habitant ait un service de qualité et qu'on n'oublie personne. Qu'on n'oublie pas qu'on n'oublie pas aussi, je parle souvent du monde de l'entreprise, du monde scolaire ou autre, le monde de l'entreprise en accompagnant les formations, en accompagnant les familles en difficulté, le scolaire. Vous savez, pour nous, le plus important, par exemple, c'est de détecter aujourd'hui les enfants en souffrance. Qui peut le faire? Si ce n'est aujourd'hui l'instit dans son école ou les ATSEM. Aujourd'hui, voilà, c'est ça la CTG, c'est de mettre tout le monde en réseau de telle manière à ce qu'on n'oublie personne. Donc une volonté de la part de la collectivité qui est soutenue par les élus et les partenaires nationaux pour co-construire un projet global de territoire. C'est ça, in fine, ce qu'on peut imaginer, l'après-CTG, c'est avoir un vrai projet global de territoire. Écoutez, oui, les projets sont nombreux. Si on regarde tous les sigles aujourd'hui, PEDT, contrat local de santé, RTPS, politique de la ville, croyez-moi, aujourd'hui, il y a de quoi s'y perdre. Bon, j'ai volontairement donné les logos, je pense que vous les connaissez tous, vous connaissez la signification. Donc il fallait que pour les élus, ça soit plus lisible. Et la CTG, à mon avis, y contribue énormément, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'initiatives qui ont été effectivement mises en œuvre pendant ces 4 années de CTG? Je rappelle, 2018-2021. Donc, Monsieur Cellier, quelques exemples. Bon, déjà, globalement, il y a eu une politique aujourd'hui d'essayer de mettre sur l'ensemble du territoire les services. Nous avons fait un RAM itinérant, il y a une bibliothèque itinérante, voilà. Et donc, et entre autres, nous avons créé donc ouvert une halte garderie parce que le besoin s'en est fait sentir en centre-ville. Nous avons mis en place un espace de rencontre au cœur de la problématique familiale. Et nous avons créé donc un espace de vie sociale itinérant, c'est-à-dire aujourd'hui aller au plus près des mairies pour connaître leurs souhaits, leurs problèmes et essayer aujourd'hui après de mener des politiques cohérentes grâce à la CTG bien évidemment, quoi, et au CIS. Un forum interprofessionnel est prévu aussi en 2021 sur le numérique et l'accès au droit. Merci Monsieur Cellier. Écoutez, merci. Et puis bon, moi je peux qu'encourager aujourd'hui les acteurs. Je crois que nous sommes dans le cadre d'un problème de continuité éducative et la problématique sociale doit en faire partie à part entière.
Bonjour, donc Sophie Davy-Chénier, je suis coordinatrice petite enfance et enfance jeunesse dans le cadre du projet de territoire de Domfront-Inchebray Interco. Donc en novembre 2019 a été signée une convention territoriale globale avec la CAF et la Charte des familles avec la MSA. Donc suite à cette signature de convention, le projet de territoire s'est lancé à travers 3 groupes de travail qui ont été mis en place. Un groupe de travail petite enfance, un groupe de travail enfant jeunesse et un groupe de travail accès aux droits. Alors, dans le cadre du groupe de travail petite enfance, nous avons dégagé 2 axes de travail. Un axe sur l'organisation d'un événement un petit peu fédérateur pour l'ensemble des familles à l'échelle de l'Interco, Domfront-Inchebray. Donc l'idée, c'est effectivement d'organiser un événement d'envergure sur une durée assez longue, 4 semaines, la durée d'un mois, autour de l'événement du livre et en associant un large partenariat. Voilà. Donc le constat est fait que le livre est peu utilisé dans les familles. Il y a des bilans d'école qui font ressortir qu'il y a des difficultés de langage pour les enfants en maternelle. Et il nous semblait important de consolider, de développer une accessibilité des services qui étaient existants sur le territoire. Donc pour ça, le livre comme un outil, la culture, pour situer la culture en fait au cœur de l'accompagnement du lien parent-enfant et que le livre soit là pour favoriser la qualité de ce lien parent-enfant. Donc dans le déroulement, ce serait des espaces de rencontre et d'échange entre les familles, du style la causerie des parents, des cafés-livres pour les enfants, des ateliers spécifiques pour la petite enfance dans tous les services existants petite enfance sur le territoire, mais aussi des conférences itinérantes, des interventions de professionnels aussi du territoire, des formations pour les professionnels autour de livres, des chansons, des comptines, et puis pour clôturer un petit peu ce mois du livre, une balade comptée intergénérationnelle où effectivement seraient rassemblés l'ensemble des familles, des différents acteurs concernés par cette dynamique pour clôturer l'événement. L'année 2021-2022 sera une année expérimentale où nous allons mettre en place petit à petit donc une rencontre entre les enseignants de maternelle, les directeurs d'école et tous les responsables des services petite enfance afin de constituer ce réseau d'acteurs et qu'effectivement pour le printemps 2022, l'ensemble des services soit prêt pour mettre en place des actions. Le deuxième axe de travail, ça concerne la continuité éducative à travers donc le projet Passerelle, ainsi que nous l'avons nommé dans le groupe de travail. Donc il s'agit, on est parti déjà du constat que l'entrée à l'école pouvait être une réelle difficulté pour certaines familles et qu'il était important de renforcer cette continuité éducative pour favoriser justement ce passage entre les établissements d'accueil du jeune enfant, les écoles maternelles ou même entre les établissements d'accueil du jeune enfant et les centres de loisirs. Donc l'idée, c'est quand même de créer une dynamique de territoire en construisant des actions communes. On va partir d'abord de témoignages et de choses qui se réalisent sur le territoire de Saint-Pierre-d'Entremont, où il y a une crèche, un multi-accueil, qui a mis en place depuis plusieurs années, en lien avec l'école maternelle de Saint-Pierre-d'Entremont, ce qu'on a appelé une récréation passerelle, et qui s'est aussi, qui continue également aussi avec ce qu'on appelle un atelier de classe partagée. Donc effectivement, les enfants du multi-accueil qui sont inscrits à l'école de Saint-Pierre-d'Entremont, après les vacances de Pâques, jusqu'à la fin de l'année scolaire, vont une fois semaine à la récréation de l'école avec un professionnel du multi-accueil et vont dans la classe avec l'enseignant maternel et le groupe classe partager un temps de classe qui peut être autour d'un atelier de motricité, un atelier du langage ou un atelier de jeux coopératifs. Voilà. Donc partir de ce qui existe déjà, de ce qui s'est mis en place sur un territoire pour que ça fasse un peu boule de neige sur l'ensemble du territoire de Domfront-Inchebray. Et donc partir de là où sont les structures pour créer le lien avec les écoles maternelles existantes, avoisinantes.